Hier, nous avons donc évoqué, Charlotte Dornelas, l'agression qu'a subie Mourad. On était les premiers à en parler, et dont certains ont voulu s'emparer sans dire un mot sur ce qui passait de l'autre côté, on va dire, à Crépol. Plus encore, certains ont même expliqué que c'était le résultat d'un discours, ce qui s'est passé avec Mourad, d'une haine de société et donc un fait de société. Comment percevoir cette lecture? Rappelons que Mourad a eu un coup de cutter à la gorge par un septuagénaire dans le Val-de-Marne. Après s'être fait insulter, avec des propos clairement racistes, indiscutablement racistes. Je pense qu'il faut s'attarder sur cette histoire pour justement déminer l'accusation qui sert à éviter de parler de Crépol, en effet, beaucoup plus qu'à défendre Mourad, qui est une victime qui mérite, comme toutes les autres, d'être défendue, et expliquer pourquoi ça n'est pas la même chose aujourd'hui dans la situation telle qu'on l'a décrite tous les jours. D'abord, sur l'agression subie elle-même, c'est-à-dire le coup de cutter qu'a reçu Mourad. Alors, malheureusement, Mourad fait partie de la litanie incessante des personnes qui sont attaquées au couteau, ou là, en l'occurrence, au cutter, mais ça me semble assez comparable. Ce sont des attaques qui sont devenues d'une banalité ahurissante. C'est-à-dire que quand vous avez des organismes qui vous expliquent qu'il y a en moyenne 120 attaques au couteau par jour, je ne sais pas si on réalise bien en fait ce que veut dire ce chiffre, des attaques au couteau, pas un coup de poing qui part trop vite. Ça veut dire déjà pour avoir une attaque au couteau, ça veut dire que vous avez un couteau. Déjà. Bon, donc c'est en effet l'agression elle-même. Ce qui rend cette agression significative ou singulière, ce sont les insultes racistes que profère cet homme de 70 ans, 75 ans, selon les sources, qui agresse à ce moment-là Mourad. Alors, ce qui relève du fait de société, finalement, dans cette histoire, c'est en effet la violence complètement dingue qui se déchaîne pour, on le comprend, une place de parking, ce à quoi s'ajoutent les insultes racistes quand il vient vers Mourad, cet homme. Mais si cette violence complètement dingue qui se déclare comme ça pour une place de parking ou pour une cigarette ou pour un regard ou pour tout ce que vous voudrez, on ne peut pas le voir simplement quand la victime et l'agresseur sont bien distribués, quand les rôles sont bien distribués. Cette violence, c'est précisément ce qui fait utiliser le mot ensauvagement à certains. C'est-à-dire quand vous ne vous comportez plus comme quelqu'un de civilisé, c'est-à-dire que vous êtes capable d'attendre 3 minutes, quitte à le dire et à hausser un peu le ton parce que vous avez envie de passer, et que vous sortez un couteau. C'est clairement basculer de la civilisation à la sauvagerie, en fait, dans votre réaction. Donc, soit on reconnaît qu'on a un gros problème de violence et que c'est un fait de société, soit ne nous intéresse que le discours idéologique qu'on peut en dire. Et par ailleurs, pour que cette histoire, et pour que n'importe quelle histoire devienne un fait de société, il faut, en effet, le discours, la répétition d'actes comparables, la répétition de profils comparables, que ce soit du côté de l'agresseur ou du côté de la victime, et le nombre de faits qui s'ajoutent les uns aux autres. Or, je suis quand même obligée de dire qu'il est rarissime qu'un homme âgé, après avoir insulté avec des propos racistes, s'attaque à un garçon dans la force de l'âge, quelle que soit la distribution des rôles. Dieu merci, c'est assez rare, c'est même rarissime. Et je vais prendre un exemple pour prouver ma bonne foi dans cette affaire. Lola, qui nous a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Lola seule, ce qui est arrivé, c'est-à-dire une gamine découpée, retrouvée dans une malle par une femme, en soi, ça pourrait être un fait divers, parce que ça n'arrive jamais. Ce qui relevait du fait de société dans l'affaire de Lola, c'est le fait que cette femme n'aurait pas dû être en France. C'est pas ce qui est arrivé à Lola particulièrement. Ce qui a rendu les gens fous et qui a fait demander des comptes aux politiques, c'est le profil de l'agresseur. Non pas parce qu'elle était d'origine étrangère, mais parce qu'elle aurait dû être à l'étranger. C'est deux choses différentes quand même. Donc en effet, il y a deux choses là, en l'occurrence, différentes. Et Mourad, dans toute la distribution de cette agression, ne relève pas de quelque chose dont on entend parler matin, midi et soir dans l'actualité. Mais le propre de l'idéologie, en effet, c'est de ne voir que ce qui nous intéresse. Donc on voit une rixe à Crépol, c'est-à-dire une bataille décidée par deux personnes, mais une attaque raciste significative d'un discours ambiant dans l'agression de Mourad. On peine à voir, dans un autre registre, les agressions de policiers dans certains quartiers, agressions régulières, émeutes le soir, etc., guet-apens qui sont faits, je note, pour les policiers, mais également pour les médecins et les pompiers. Mais on ne veut voir qu'un problème systémique de violence policière, notamment vis-à-vis de ces quartiers.
Là, encore une fois, on a un problème de distribution. Et on voit un système de violence policière dans le nombre de victimes, notamment à l'issue des refus d'obtempérer, qui sont analysés différemment selon les cas par la justice, mais jamais dans le nombre de morts 10 fois supérieur dans la société elle-même par ces agresseurs. On voit un système sexiste. Je prends des exemples volontairement différents. On voit un système sexiste sur la scène de Miss France, où lorsqu'il y a des femmes qui arrivent à la fin du Tour de France, vous savez, le psychodrame des femmes du Tour de France, bon là c'est le symbole d'un système sexiste. Et on refuse, clairement, on invisibilise toutes les questions de la femme dans certains quartiers, on invisibilise même le témoignage de la sœur vous savez, du terroriste d'Arras. On nous explique quand même que c'est une gamine qui est déscolarisée par son grand frère, qui veut l'obliger à porter le voile. Donc comme elle ne peut pas le porter à l'école, elle est obligée de le porter à la maison à 11 ans. Et qu'elle est tapée par son frère parce qu'elle ne veut pas embrasser l'islam tel que lui le pense, c'est-à-dire un islamisme, en l'occurrence terroriste. Mais ce témoignage, je veux dire, on est capable de faire de n'importe quel témoignage d'une hôtesse au Tour de France le symbole d'un système sexiste, et ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est impossible de le penser même dans l'espace médiatique. Donc vous voyez bien qu'il y a une distribution de la volonté. Quand on dit c'est un système, c'est ce qu'on appelle un fait de société. Quand ça devient systémique, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement. Eh bien, on veut systématiquement le voir dans un sens, c'est-à-dire que si plusieurs témoignages de violences sexuelles dessinent une société sexiste, si plusieurs témoignages de contrôle d'identité faits sur des profils issus de l'immigration dessinent une société raciste, alors la question est la suivante: que dessine la litanie des faits suivants? Des morts par dizaines agressés gratuitement par des profils souvent issus de l'immigration. Des tirs réguliers d'armes pour conquérir ou défendre un point de deal. Des émeutes régulières. Des quartiers dont fuient certains habitants. Des témoignages d'habitants qui fuient certains quartiers parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. Des professions qui exercent leur droit de retrait dans ces mêmes quartiers. Des femmes qui n'ont plus le droit de se déplacer seules quand leur entreprise est installée dans ces mêmes quartiers. On a eu des témoignages de femmes qui sont obligées d'être accompagnées par des hommes de leur entreprise parce que les quartiers sont dangereux. Des pompiers qui ne peuvent plus se déplacer ou intervenir dans ces mêmes quartiers sans la police. Que dessine cette litanie? Ça ne dessine pas un système. Ça ne dessine pas un système alors que quelques témoignages nous dessinent, eux, un système. Donc là, il y a clairement une volonté extrêmement malhonnête. Mais c'est toujours la même histoire. Si la victime correspond au récit d'une majorité occidentale opprimante sur une minorité sexuelle, ethnique ou religieuse, c'est un système. Si c'est l'inverse, peu importe la répétition des actes, c'est un fait divers dans le meilleur des cas et du pain béni pour l'extrême droite, comme nous l'a expliqué une chaîne concurrente. Et alors là, on est carrément au summum de la malhonnêteté. Et il y a aussi, au milieu de tout ça, une lâcheté ahurissante, notamment dans la classe politique. Et là, je reprendrai simplement la phrase de la maman d'Enzo, vous savez, qui avait été poignardée cet été, mortellement lui aussi, et qui s'était posé la question de savoir pourquoi le président de la République et les gens autour de lui n'intervenaient pas. Elle avait dit: est-ce que c'est simplement parce que nous ne faisons pas d'émeutes et que nous ne venons pas de certains quartiers? Je laisse cette phrase en suspension pour que personne ne l'oublie, parce que je pense qu'elle correspond exactement à ce qui se passe aussi à Crépol aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, à l'inverse, Charlotte Dornelas, d'un fait de société dans ce qui s'est passé à Crépol et que certains n'arrivent justement pas à voir? Alors oui, parce que la violence dont sont capables certains jeunes de citer, et là ce sont les témoignages qui le montrent et les vidéos qui le montrent, en bande notamment, est proprement hallucinante. Ce sont des rixes, de vrais rixes, qui arrivent parfois, vous savez, ces fameuses rixes entre bandes où ils sont prêts à se tuer à 13 ans. Donc c'est quand même le témoignage d'une violence et d'une capacité de violence complètement dingue. Des coups de couteau, en effet, pour une cigarette, un regard, une remarque, on l'a dit. Des tirs les uns sur les autres. La fameuse, parce qu'on parle des morts dans le règlement de compte, mais on ne parle pas de cette jambisation, vous savez, dont parlent de plus en plus les policiers, c'est-à-dire vous tirez dans les jambes des gamins qui font le chouf sur les points de deal, qui ont 10, 11, 12, 13 ans, et vous leur tirez dans les jambes pour leur expliquer que, attention, il y a quand même un chef et qu'on a intérêt à lui obéir. Ce sont des agressions sordides en bande que l'on découvre parfois et dont on parle
parfois, quand une vidéo sort et que l'on a des images qui nous sidèrent absolument tous, donc là, il y a une forme de suite logique, on va dire, dans le déchaînement de la violence. Et on pourrait citer tous ces noms qu'on a tendance à oublier, ces marins qui défendaient un couple agressé, Adrien qui meurt à la sortie d'une boîte de nuit parce qu'il était là à la sortie de cette boîte de nuit, c'est Jérémy qui rentrait déjà d'une fête de village il y a de longues années déjà et qui rencontre une bande qui le poignarde. On pourrait nommer en effet le petit Fayed qui se prend une balle perdue à 10 ans par des trafiquants de drogue. Et là, tout ce qui compose ce qui s'est passé à Crépol relève en effet d'un fait de société. Peut-être dans la forme, nous sommes passés un cran au-dessus du fait de société et ça pourrait dessiner le fait de société demain. Et franchement, je ne le souhaite vraiment pas pour le pays. Parce que, et là, je ne vais pas reciter le Dauphiné libéré, mais on a d'un côté des gens qui nous disent, des témoins qui nous disent, et plusieurs en plus, qui nous disent qu'ils voulaient planter du blanc. On a une vidéo où ils parlent eux-mêmes de guerre, qui est une manière d'appeler les blancs. Et on a le procureur qui, entre peut-être plusieurs précautions, on va dire, nous dit... Il réfute l'idée d'une logique de territoire, mais il nous dit, il parle lui-même d'une expédition programmée. Une expédition programmée ? Mais c'est-à-dire quoi ? Il l'avait préparée ? Un procureur, en général, ça ne parle pas comme ça, ça ne parle pas plus vite que les informations qu'il a. J'aimerais bien qu'on s'attarde là-dessus, parce qu'une expédition programmée pour aller tuer du blanc ou des gens qui sont dans une fête de village, là, on bascule vraiment dans autre chose. Donc, en effet, là, il y a un récit qui dessine une forme de fait de société dans l'ultra-violence et dans la répétition des profils, notamment issus de l'immigration, dans cette ultra-violence. Et on a peut-être passé un cran au-dessus du fait de société, parce que si vraiment c'est ça l'histoire qui s'est passée à Crépol, alors, Dieu merci, c'est un cas singulier, mais il ne faudrait pas que ça se répète et que ça devienne précisément un fait de société. Donc, il faut réagir très vite. Et pour réagir, il faut commencer par voir ce qui se passe. Prenons le cas, par exemple, de ce qui s'est passé sur CNews ce matin avec Jean-Marc Morandini, qui a dû faire quelqu'un, un chroniqueur, un invité politique communiste, libérer le plateau parce qu'il l'a accusé, l'a traité de raciste. Raciste pourquoi ? Sans raison valable, alors que Jean-Marc Morandini a demandé mais pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Il n'a pas donné des raisons. Cela dit, il en a voulu à Jean-Marc Morandini parce qu'il n'a pas voulu parler de Rix. Comment expliquer, Charlotte Dornelas, que beaucoup peinent à qualifier correctement ce qui s'est passé, voire même contestent cette lecture-là ? Déjà, il y a deux choses. Ça me fait réagir parce qu'il ne voulait ne pas utiliser le mot Rix. Alors, je voudrais dire à tous ces gens qui ne veulent pas utiliser le mot Rix que les premiers qui refusent qu'on utilise le mot Rix parce qu'ils disent que ça n'est pas du tout ce qui s'est passé, ce sont les victimes là-bas. Donc moi, je veux bien vivre dans une société où on me dit on vous croit, on vous croit, on vous croit, sauf quand ce sont les victimes de ces agressions-là qui sont mortelles au passage, je précise. Donc que la justice ne croit pas sur parole des victimes, c'est normal. Pour n'importe quelle victime, c'est normal. Que la société tout entière choisisse les victimes qu'elle croit et celles qu'elle ne croit jamais, alors qu'elle répète systématiquement la même histoire, là ça rend fou. Là vraiment ça rend fou et ça met en colère même en fait, parce que là on parle de personnes qui ont perdu des gamins, qui ont perdu leurs copains à la sortie d'une fête. Donc là c'est plus possible en fait d'invisibiliser un témoignage ou de décider que celui-là ne compte pas alors qu'il se répète. Et par ailleurs, je pense qu'il y a de la lâcheté, on l'a dit, de l'idéologie, on l'a dit. Je pense qu'aussi il y a de l'orgueil, parce que à force, ces histoires-là rendent réel le scénario qui avait été imaginé dans les pires cauchemars de certains qui ont systématiquement été renvoyés à l'extrême droite pour avoir imaginé ou prévenu de ce scénario qui risquait d'arriver. Donc là, évidemment, il faut se dédire un petit peu quand on est dans un certain camp politique ou qu'on est dans un certain, dans ces gens qui ne voulaient pas voir le face-à-face qui allait arriver. Quand vous êtes devant le face-à-face et qu'en plus il est sanglant et qu'il fait mourir des gamins de 15 ans, faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire on s'est vraiment trompé, puisque c'est exactement ce qui est en train d'arriver et qu'il faut peut-être maintenant se réveiller pour empêcher que ça arrive maintenant. Donc vous avez la négation, l'utilisation, parce qu'on a parlé du terme Rix, mais dans la dépêche de l'AFP, il y avait aussi une dizaine de troubles faits. De troubles faits. Je ne sais pas si on réalise bien les mots qui sont utilisés. Je veux bien que l'AFP nous donne des cours de journalisme et d'objectivité toute la journée, mais ça ne s'appelle pas des troubles faits. Alors là, pour le coup, c'est une question de dictionnaire. Donc en effet, 50 ans d'aveuglement qui ont poussé les gens à renvoyer à l'extrême droite tous ceux qui avaient peur, soit de ce qui allait arriver, de ce qui pouvait arriver ou de ce qui arrivait très clairement, eh bien ça donne aujourd'hui une impossibilité finalement. On a l'impression que certains n'arrivent plus à voir la réalité à force de l'avoir niée.